Alors, je vais mettre par là, comme ça je vous vois également. Donc, Séverine, vous êtes philosophe, chercheuse associée à l'Université Paris 8, auteure de Philosophie avec Rennes, prix Louis Marin de l'Académie des sciences d'outre-mer et de devenir vivant, qui questionne justement notre relation au cosmos et à la nature. Vous êtes aussi journaliste au Monde, pour Le Monde. Achille Mbembe qui est là avec nous quelque part sur les écrans. Voilà, Achille, vous êtes historien, politologue. Vous avez publié de nombreux essais sur la décolonisation. Et enseignant en Afrique du Sud et aux États-Unis, vous avez été, à la demande justement du président de la République, l'architecte du nouveau sommet Afrique-France. Et l'auteur, après 7 mois d'enquête, d'un rapport pour la refondation des relations entre la France et le continent. Et Rémi, j'ai rappelé justement votre passion pour l'histoire également. Vous avez aussi coordonné l'agenda finance, vous le disiez, pour la présidence française de la COP21 et publié Réconciliation, un livre qui appelle à réinventer la politique de développement alignée sur ces fameux ODD dont on parle et l'accord de Paris. Le sujet, je le sais, vous tient à cœur. Doit-on vraiment réconcilier la France et l'Afrique, le développement et le durable, l'histoire et notre futur? Eh bien, le débat va être passionnant. Séverine, à toi de jouer. Merci Acha pour ces présentations. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Rémi Rioux. Bonjour Achille Mbembe. Nous sommes ravis de vous avoir tous les deux pour partager avec nous vos réflexions, des réflexions que vous avez entamées il y a quelques mois, tous les deux. Puisqu'on fête les 80 ans de l'AFD aujourd'hui, ça fait 80 ans donc que cette agence accompagne nos sociétés dans leurs évolutions. On l'a vu à travers le petit film de présentation, ces 80 années qui ont été marquées à la fois par des événements difficiles, par la guerre, par des conflits meurtriers, par la chute du mur de Berlin, mais aussi par les décolonisations, la recomposition des sociétés africaines et de leurs économies, le développement du numérique, le maintien, sinon le déploiement d'une économie d'extraction qui est peu respectueuse, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'environnement, du vivant, de l'ensemble du vivant, c'est-à-dire de la nature, mais aussi des humains. Et on le sait aujourd'hui, l'Afrique est une des premières touchées par le dérèglement climatique, causé principalement par les économies des pays du Nord et leur mode de vie. Alors, je ne voudrais pas dresser un tableau apocalyptique, hein, on l'a vu dans ce petit film, tout ne va pas si mal malgré tout, hein. L'arrivée du numérique permet quand même de formidables innovations, les sciences et les techniques ont permis d'améliorer les conditions de vie et de santé, et les sociétés se démocratisent, l'éducation progresse, mais on a besoin de vos lumières à tous deux pour comprendre ce qui se passe. On a l'impression, Achille Mbembe, qu'on est peut-être à ce qu'on appelle un point de bascule du monde où tout est possible, le meilleur comme le pire. Certains analystes avancent cette idée de basculement du monde. Est-ce que vous partagez ce constat et quels sont les principaux défis de notre monde contemporain ? Merci Séverine et bonsoir à tous. Bonne fête Rémi et l'AFD et toute l'équipe. Si basculement il y a, Séverine, je crois qu'il s'agit d'un basculement vers les limites, dans le sens où la Terre avec T majuscule, dont on sait par ailleurs qu'elle est en elle-même un système fini, dans le sens où cette terre, elle ne cesse de se contracter. Elle est sur le point d'atteindre justement ses limites. Et il me semble quand même que cette expérience des limites et évidemment la litanie des situations extrêmes qu'elle génère, que certains en auront fait l'épreuve avant d'autres. On sait, par exemple, que pour bien des régions des Suds du monde, créer du vivant à partir de l'invivable aura des siècles durant été notre condition.
La nouveauté, cependant, parce qu'il y a une nouveauté, la nouveauté est que nous partageons désormais l'épreuve des extrêmes avec plusieurs autres que ne pourront protéger à l'avenir ni aucun mur, ni aucune frontière, ni aucune bulle ou même enclave. Ceci dit, j'aimerais quand même, et j'espère que Rémi rebondira sur ce que je vais dire, j'aimerais quand même attirer l'attention sur, disons, 3 événements fondamentaux que nous sommes en train de vivre comme en instantané. Le premier, c'est tout de même la rupture de l'équilibre des processus naturels de la planète, qui est en cours. Cet équilibre est en péril au moment, je dirais, où le capital est plus que jamais engagé dans un projet d'extension infinie. Extension infinie qui vise, disons-le, à réduire la société au marché. C'est quand même un fait capital. On ne peut pas faire comme si ce n'était pas cela la dynamique. La réduction donc, de la société au marché, mais aussi la mainmise, je dirais, technique, une mainmise quasi intégrale, non seulement sur l'essence humaine, mais sur le vivant en général. Voilà la situation. Lorsqu'on la regarde, on l'observe à partir, par exemple, de l'Afrique ou de l'Afrique du Sud, où je me trouve en ce moment. Voilà la situation, et voilà pourquoi, sans verser dans je ne sais quelle sorte d'apocalypticisme, voilà pourquoi on peut, je crois, affirmer que nous sommes en plein à l'âge de la combustion du monde. C'est-à-dire à un âge où la possibilité d'une rupture générique plane sur, je dirais, la membrane du monde. Et cette rupture, elle est évidemment propulsée par l'escalade technologique dont nous sommes, une fois de plus, les témoins. Toi-même, tu as indiqué tout à l'heure les progrès qui ont été effectués dans le domaine technologique en termes de l'avènement du numérique. Je dirais en fait que l'histoire récente de l'humanité pourrait effectivement être conjuguée en 2 époques, une époque pré-numérique et une époque numérique. Alors, la question n'est pas de savoir si c'est bon ou mauvais. De toutes les façons, c'est inarrêtable. La question, c'est de savoir comment, au milieu de tout cela, nous serons capables de continuer non seulement d'amasser des données, de stocker des données, de les traiter, et ce faisant, de donner libre cours à la raison machinique et digitale. La question, c'est de savoir si, dans ce monde où le numérique code et recode le vivant et, disons, introduit dans toutes sortes de réseaux, s'il sera toujours possible d'avoir une place pour la raison humaine, c'est-à-dire pour la conscience, c'est-à-dire pour une intelligence capable d'accoucher non seulement des faits, mais aussi du sens. La demande de sens étant partie intégrante des grandes demandes contemporaines. Voilà, disons,
un de ces événements fondateurs qui, me semble-t-il, exige de nous une attention renouvelée. Je parlais tantôt de l'escalade technologique, mais je ne voudrais pas seulement pointer du doigt les contraintes et les impasses, comme tu le suggérais. Je voudrais aussi attirer notre attention sur les possibilités, voir les innovations, sur ce qui est en gestation, même si cela n'a pas encore de nom propre. De ce point de vue, je crois que l'Afrique est effectivement un formidable laboratoire. Un laboratoire, pas seulement de ce qui vient, mais aussi de ce qui, disons, dans l'espèce d'épais brouillard qui nous enveloppe, nous donne espoir et réconfort. Elle l'est, l'Afrique, ce laboratoire, parce que pour celui qui la traverse et qui y séjourne, qui écoute et qui ouvre ses yeux, ses oreilles et qui essaye d'apprendre, cette personne se rendra très vite compte à quel point, en fait, la plupart des régions du continent ont conservé, par exemple, de solides traditions de relations de pair à pair. On se rend compte à quel point la reconstruction économique, ou en tout cas la production des moyens d'existence, dépend des deux principes de l'auto-organisation, de la mutualisation des ressources, des compétences. On se rend compte à quel point, au fond, disons, ces efforts de mutualisation sont à la base de la création générale. Lorsque je dis création générale, j'y inclus évidemment l'innovation. Et donc, à mon sens, il y a tout cela qui donne espoir, pas seulement en Afrique, mais aussi ailleurs. Rémi Rioux, vous êtes à la tête d'une agence qui est au quotidien sur le terrain. Est-ce que ce sont les mêmes constats que vous faites à partir d'une expérience qui est peut-être plus une expérience de l'action aussi? Quelles sont les grandes difficultés auxquelles aussi, à travers vos expériences de terrain, vous voyez que l'on est confronté, et comment est-ce que l'AFD peut évoluer dans ce monde en mutation? Bien, merci Séverine, et merci beaucoup à Achille Bembe d'être avec nous. Il était il y a bientôt 2 mois à Montpellier. Il n'avait pas beaucoup parlé à Montpellier, Achille, donc il prend la parole aujourd'hui, et d'autres ont parlé, et fort bien, mais c'est très précieux de l'entendre, et c'est, j'espère, précieux d'ajouter à la voix des sciences sociales, à la voix de la philosophie, à la voix de l'histoire, la voix des artistes, et puis peut-être aussi, oui, la voix des praticiens, pour voir si on fait la même analyse, et si les grandes ruptures qu'Achille décrivait sont également confirmées. Et moi, je crois vraiment profondément que les banques publiques de développement, l'AFD en est une, la Caisse des dépôts et consignations en est une en France, BPI, partout dans le monde sont des capteurs en fait aussi de ces fractures, de ces tensions qu'on observe comme des sismographes, un peu comme ça. Avec aussi effectivement la capacité peut-être de partager leur perception, leur conception de ces vibrations, et puis de les réduire. On a d'ailleurs dans nos maisons, vous savez, des directions de la recherche, on a des directions des risques aussi, qui cherchent à mesurer le plus précisément possible le crédit des États, le crédit des entreprises, c'est-à-dire in fine comment se reflète dans les comptes, dans les équilibres financiers, la dégradation, ce qui se passe dans la réalité. On est aussi des maisons, évidemment,
très proche, je l'ai dit dans mon propos liminaire, de tant d'acteurs des sociétés, ce qui nous rend capables, je crois, de percevoir finalement des angoisses, des tensions. On fait d'ailleurs, on le rendra public dans quelques jours, chaque année des sondages même, au-delà du dialogue qu'on a avec nos clients. On en fait même en France sur la relation finalement entre les Français et le monde. Et ce qu'on observe, c'est, je crois, une prise de conscience massive de ces très grandes transformations qui sont à l'œuvre, et très profondément dans le corps social, dans le corps politique, en France, en Europe, et je crois partout dans le monde, avec bien sûr une très grande angoisse à la clé, si on n'est pas capable de mettre en face de ces limites que nous avons la sensation de toucher environnementales, sociales, économiques, des moyens d'action renouvelés pour y faire face. Et je veux terminer par là pour dire que mon expérience, en effet, je crois celle de tous les collègues au sein de l'agence et dans notre monde du développement, du financement du développement, c'est que il y a eu quand même une grande révolution en 2015. Ça s'est appelé l'accord de Paris, ça s'est appelé ces objectifs de développement durable, c'est-à-dire la formulation finalement d'un nouveau récit, en fait, un récit universel, un récit attentif à la singularité, au contexte, et un récit avec des objectifs, des cibles, le souhait d'une vie meilleure pour tous, à l'horizon probablement du milieu de ce siècle, en 2050. C'est le moment de la neutralité carbone, c'est le moment... et le monde qui se voit et qui se déploie de façon différente. Alors depuis, on est engagé dans une sorte de tension qui n'est pas claire, une incertitude sur finalement qu'est-ce qui va l'emporter. Est-ce que ce sont nos querelles géopolitiques, je dirais classiques, et qui sont là, sans doute plus fortes même que jamais, ou est-ce que ce sont ces grandes questions globales dont on a tous la sensation, l'expérience, qui viendraient peut-être, en tout cas ça peut être une crainte, ça peut être aussi un espoir qui viendrait finalement subsumer, dépasser les anciennes fractures et aider peut-être à les réparer, à les réduire. Donc là, on a, je crois, cette expérience. Je crois qu'elle est cohérente avec ce que dit Achille. Je crois aussi que, comme lui, qu'il se passe en Afrique, sur ce front-là, dans ce débat-là, quelque chose de très singulier et qui est important pour l'Afrique elle-même, mais qui est aussi important pour nous et qui peut nous inspirer. Et il faut qu'on trouve une façon que tous ces capteurs, tous ces gens qui ont une partie de la vérité, de l'analyse et de la capacité d'action se réunissent peut-être dans des coalitions plus fortes, plus grandes, plus puissantes que jamais et se mettent en mouvement. Et la finance, je termine par là, évidemment la finance, c'est notre métier, nous sommes une institution financière. La finance, c'est pas technique. La finance, c'est du temps, en fait. C'est quand on se met à croire, justement, au long terme. Et la finance, c'est du lien. C'est rapprocher les gens. Et la finance, c'est faire advenir des projets, en fait, très concrets en les accélérant. Donc, c'est ça, je crois, notre analyse et ce qu'on pourrait peut-être partager avec tout le monde aujourd'hui. Alors ce monde en évolution, en mutation, nous oblige aussi à repenser nos manières de vivre, d'habiter le monde. Et pour cela, nous avons besoin, je crois, de travailler sur nos imaginaires. En tout cas, c'est ce à quoi invitent un certain nombre de chercheurs, de scientifiques, de philosophes, d'actrices et d'acteurs aussi sociaux. Je vous propose de les écouter, de regarder un extrait des entretiens réalisés par Sarah Marniès et l'équipe du campus AFD qui nous apporte des nouvelles de demain. Tant qu'on essaie d'imposer des modèles, on ne laisse pas la capacité de produire des nouveautés. Je crois que trop souvent, on essaie d'importer des solutions qui ont marché ailleurs, qui sont des buzzwords, qui sont des choses, allez, tout le monde en parle, donc il ne faut pas qu'on soit en marge, il faut faire la ville intelligente, même si on ne sait pas ce que ça veut dire. I would like to see our countries like Africa and Asia and South America not to copy
the failed Western economic industrial system. On n'a jamais eu un diagnostic aussi intelligent. On en meurt de cette intelligence du diagnostic. Je pense que le grand défi, c'est cela, c'est d'articuler la politique à la connaissance. Nous ne croyons pas ce que nous savons. Les freins principaux viennent de nous. On a tous des barrières mentales dans la tête. Nos esprits sont formés à des visions unilatérales, simplificatrices, et ces visions unilatérales et simplificatrices nous conduisent souvent en erreur. The problem is the conditioning of our minds. We are somehow conditioned that economy or money, what I call moneynomy, money will make us happy. The biggest challenge is really changing our mode of being in the world and acting with the world. Il faut absolument qu'on change de prisme de regard sur la nature, donc c'est une vraie révolution de montée en conscience philosophique où l'être humain s'émerveille du vivant, s'émerveille de la nature et s'interdit de la souiller, de la détruire, de la polluer. Il faut s'ancrer aussi dans le plaisir, la gratitude d'être sur une planète aussi belle, malgré tous les problèmes, qui nous a permis d'être là. I am nature and I have no right to spoil, to waste, to pollute, to damage, to harm nature. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Je crois que nous devons, pour les générations actuelles et futures, faire ce travail de reconquête de notre histoire, pas dans un esprit de revanche, mais dans un esprit justement d'asseoir le processus de développement sur des bases solides. One of the first challenges that we need to really tackle is the self-esteem of Africans. We need to build African self-esteem. C'est une question de dignité, c'est une question de justice sociale. Voilà ce qui, en fait, quelques éléments qui nous permettent de voir qu'il s'agit de penser les blessures. Je pense qu'il est important de remettre l'humain au centre de tous les enjeux, au centre des problèmes, au centre des solutions. Ça veut dire écouter les populations et trouver des solutions avec des populations. Dire je, c'est reconnaître la part de l'autre en soi. Dans le Sud Gabon, on dit que le jeu est à nous. Nous sommes un jeu qui porte toute une génération, je dirais, toute une transmission, et que toutes ces transmissions interconnectées permettent justement de se recentrer sur des projets, des perspectives profondément humaines. On est vraiment très faible. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est obligé de se lier. On a besoin que quelqu'un fasse attention à nous, comme sujet individuel, pour survivre. C'est le lien qui est important, c'est la reliance, c'est ça. Dans le fond, l'individu n'est pas séparé. Il ne peut s'épanouir que dans la communauté avec autrui et dans l'amour avec autrui. Ce n'est que dans l'échange et dans la conscience de l'interdépendance, justement, et de la totalité organique heureuse, que l'on peut être dans un vrai échange, quoi. Les mouvements, la migration, les brassages n'est pas l'exception, c'est la condition de possibilité de la vie sur cette planète. Je suis convaincu justement que la culture est ce véhicule qui peut nous aider à créer du lien social, à avoir des conversations et des discussions avec les politiques, avec le milieu économique, pour amorcer justement cette bascule qu'on attend tous. On pense la culture comme une ouverture, comme une tension, comme quelque chose qui permet à l'individu de s'enrichir au fur et à mesure de ses rencontres, au fur et à mesure de ses pérégrinations. On sait très bien que le monde bascule aussi par les minorités. It's about also bringing all the actors together. We really need to get one person can't solve this issue. Or these issues. We need to get everybody involved and taking part in solving the problem. Le défi du XXIe siècle, c'est l'intelligence collective. Et donc on a besoin de dialoguer les uns avec les autres. On a besoin de comprendre le point de vue de l'autre. On a besoin d'empathie et de compassion pour se mettre à la place des autres et se rendre compte que la solution ne viendra que d'un collectif qui sera capable de se mettre d'accord sur les meilleures manières d'être confronté à ces problèmes de développement durable. Apprendre peut-être à travailler autrement, de manière plus collaborative entre le secteur public, le secteur privé, le secteur académique, les startups, les grandes entreprises. Et là, c'est, je pense, une leçon d'humilité pour tous. I'm just one example of many young people in Africa who are able to develop their skills, build businesses,
and build solutions for themselves just because there's access to technology and the internet. Ma génération fait vraiment partie des entrepreneurs qui sont motivés par l'action et qui ne sont pas résignés, qui ne croient pas à la fatalité. Ces réponses, elles existent, mais elles existent dans ce qu'on appelle le monde de demain. Dans ces nouvelles niches, ces nouvelles technologies, ces innovations qui existent à petite échelle, locales, qui sont encore un petit peu cachées et qu'il faut mettre à l'échelle. L'enjeu, c'est comment toutes ces innovations, qui restent quand même micro, peuvent s'inscrire dans ce qu'on appelle une trajectoire technologique. Pour un meilleur futur désirable, il va falloir retravailler sur notre rapport à l'économie. Déjà la considérer, parce que beaucoup de gens la déconsidèrent, et habiter cette maison, parce que l'économie à l'origine, c'est la maison commune, c'est l'organisation de la maison. Comment est-ce qu'on fait que le sens soit la boussole, quoi? Ce qui fait que les êtres humains ont pu prendre le dessus sur toutes les autres espèces, c'est leur capacité de s'organiser à des millions, voire à des milliards, et d'embarquer des millions ou des milliards d'individus dans une quête commune, et que le moyen d'y parvenir, ce sont les récits. On est l'animal du pourquoi. Fondamentalement, les êtres humains sont des êtres poétiques, c'est-à-dire que ce sont des créatures dont la façon d'exister dans le monde est essentiellement poétique et essentiellement structurée par des récits et des visions poétiques. Il nous faut travailler aussi sur des récits qui nous donnent envie d'avenir. Face à ce monde qui oppresse, il faut substituer un monde désirable. Il faut recourir au royaume de l'imagination pour faire advenir un monde meilleur. Le texte littéraire, c'est un lieu où on fait humanité. L'émotion, c'est quelque chose qui nous meut, quelque chose qui nous sort de nous-mêmes pour nous porter dans le monde et qui nous évite une sorte de fidélité ossifiée à nous-mêmes. Même dans les ténèbres, en fait, il peut y avoir toujours une lueur d'espoir. Et cet espoir-là, en fait, c'est à nous de le faire renaître. Cet espoir-là, c'est à nous de le créer. À mon avis, il faut continuer à croire en nos valeurs, en nos vérités, quoi qu'il arrive, et à un moment donné, les événements peuvent s'éclaircir. Moi, je crois que c'est ça qu'on appelle la résistance. Rémi Rioux, je me tourne vers vous. Oui, je crois qu'on... On peut effectivement applaudir toutes ces belles paroles et le travail remarquable effectué par vos équipes. On l'a entendu, c'est un incroyable défi que nous invite à relever ces personnalités. Il est à la fois question de, on l'a compris, de repenser complètement nos modèles et de sortir du conditionnement dans lequel on est. Mais c'est aussi le défi, il est double, voire triple, c'est-à-dire qu'il est aussi d'interroger la manière dont on fait, dont on travaille. On a entendu les questions d'intelligence collective. Et puis, il y a une troisième dimension, c'est que on demande du développement technique, évidemment, mais aussi il est question d'estime de soi, de soins, de réparation. Alors, comment l'AFD peut s'engager dans ces évolutions et puis de prendre part à une action qui finalement prenne soin du vivant, des humains, de soi et des autres au regard de l'histoire. C'est amusant que vous parliez de soins. J'ai vu il y a quelques jours Cynthia Fleury, la philosophe, qui est d'ailleurs dans ce petit film. Et elle proposait de faire on travaille avec elle à Panzi, vous savez, à Bukavu, avec le docteur Mukwege, et elle proposait de faire une clinique du développement, c'est-à-dire de mobiliser comme ça beaucoup de sciences, d'acteurs, avec des professionnels pour essayer de redéfinir, de retrouver des mots, de repenser nos façons de faire. Et ce que nous disent ces messages, c'est finalement, oui, il faut un récit, il faut des technologies nouvelles, il faut faire des liens qui n'existent pas, il faut une attention
aux territoires peut-être et à leurs enjeux particuliers. Donc ça je l'ai dit, c'est vraiment le message des objectifs de développement durable. Donc moi je suis vraiment convaincu qu'on a déjà ce cadre depuis maintenant 6 ans et qu'il faut s'en saisir pleinement, totalement. Et puis ce qu'ils nous disent aussi, c'est qu'il faut quand même changer peut-être un petit peu de posture quand même, jusque peut-être dans nos métiers, que chacun se pose cette question de se placer du côté des autres. Non pas pour s'en séparer, mais pour apprendre, pour voir les choses différemment, pour revenir à soi-même et pour construire du collectif. Donc l'interrogation qu'on a, nous, ici, pour nos 80 ans, c'est, voilà, ça veut dire quoi pour le métier de développement de se placer du côté des autres? Est-ce que nous ne le ferions pas déjà? Et est-ce qu'on ne pourrait pas le faire de façon plus claire, de façon plus forte? Et en se saisissant des ODD, de cette science, de ces technologies, en poussant dans ce sens, en se plaçant du côté des autres, alors là, si on déployait pleinement la puissance, les capacités d'une institution comme l'AFD et de toutes les autres, je crois qu'on a une partie de la réponse, parce que cette capacité, c'est bien sûr financer des projets. Il faut continuer, on en finance 1000 par an, nous, il faut le faire de plus en plus. Mais je dirais des projets comme autant de preuves, en fait, d'impact que le développement durable, cette transformation est possible. Il faut ensuite, bien sûr, c'est dans nos maisons, passer du projet au conseil, passer du projet à la politique publique, passer du projet à la transformation des institutions, aux trajectoires de développement. Et la bonne nouvelle de Glasgow, c'est qu'on commence à y voir à peu près clair quand même là où on veut être en 2050. Et donc maintenant qu'on sait où on veut être en 2050, la pression va revenir sur 2025, 2030. Et ça va revenir du coup sur des questions d'investissement, sur des questions de projet. Donc il y a une boucle comme ça de rétroaction. Et puis la dernière chose que nous faisons, mais je crois qu'on peut le faire beaucoup plus et beaucoup mieux encore, c'est mobiliser en fait, c'est mobiliser. L'aide publique au développement, c'est 150 milliards de dollars par an. L'investissement mondial, c'est 25 000 milliards chaque année. Donc comment on fait pour utiliser cette capacité publique, d'investissement public, pour entraîner et faire basculer, vous parliez de bascule, un nombre suffisant d'acteurs pour que le récit dont je parlais advienne. Achille Bembe, brièvement pour conclure cette séquence, on l'a entendu, Myriam Mindou avait cette très belle phrase qui disait « Je est en nous ». Comment est-ce qu'on retravaille ce je et ce nous justement pour avoir des je et des nous ouverts, pour avoir des identités ouvertes, dynamiques, qui permettent de faire de la place à autrui et qui nous permettent aussi de, peut-être comme Rémi Rioux nous y invite, de se situer du côté des autres et de ne plus être nécessairement dans la suspicion de ce que l'autre peut avoir à dire, à nous apporter, et au contraire de se positionner d'un point de vue plus ouvert, plus large et plus empathique. Et peut-être je vais reprendre pour finir ce mot de Mbogar Sarr qui pour nous inviter à retrouver un petit peu la poésie qui est en nous et qui fait que nous sommes aussi des êtres poétiques. J'étais effectivement frappé par cette formule de notre ami Mohamed Mbougar. Alors, vous me demandez qu'est-ce qu'il faut, comment faut-il s'y prendre. Rémi a déjà indiqué un certain nombre de démarches à l'œuvre dans l'action de l'AFD. On pourrait imaginer que d'autres institutions françaises, africaines et internationales, disons, adhèrent au même esprit. Mais si je devais ajouter quoi que ce soit à ce que Rémi a partagé avec nous, je dirais que par-dessus tout,
peut-être avons-nous besoin de prendre aujourd'hui la pleine mesure de ce que cela signifie de vivre sur la même planète avec les autres êtres vivants. Tous les êtres animés, non animés, qu'est-ce que ça veut dire de vivre ensemble? Cela signifie, de mon point de vue, apprendre à en prendre soin effectivement de la planète, apprendre à la réparer. Toi-même, tu mentionnais ce terme, réparation. Apprendre aussi à la partager. Le soin, la réparation et le partage étant, de ce point de vue, les conditions même de sa durabilité et de notre durabilité. Alors si on part à partir de cette perspective, du coup, ce que disait Rémi tout à l'heure prend sens, c'est-à-dire que le développement, ce n'est pas juste une technique, ce n'est pas juste des modalités de financement, ce n'est pas seulement créer des entreprises, ce n'est pas seulement rafler des contrats, ce n'est pas seulement étendre l'influence d'un pays hors de ses frontières, ce n'est pas seulement nourrir les affamés, soigner les malades, construire des routes, des chemins de fer, des aéroports. Ce n'est pas seulement emprunter de l'argent, passer des dettes, réaliser des profits sur des dettes. Tout ceci est évidemment important. Mais ce n'est pas le tout du développement. Et donc, un développement qui consiste à gager ses propres moyens d'existence et ceux des générations futures, à gager des vies, n'en est pas un. D'où l'obligation de revenir à la question que soulevaient la plupart des intervenants dans le film préparé par Sarah, Felwine en particulier, d'où l'insistance pour que l'on revienne à la question du sens et à la demande de sens. Mais dans un contexte, comme je le précisais il y a un instant, où effectivement le grand enjeu, c'est l'entrée de notre planète dans un âge fini, dans une époque de contraction, qui exige effectivement qu'on se mette ensemble et qu'on réarticule, disons, une vision de l'en commun qui elle-même serait la conséquence d'une nouvelle conscience planétaire, qui serait différente, à mon sens en tout cas, des vieilles notions du cosmopolitisme, de l'universalisme. Je parle d'une conscience planétaire. Et donc l'en commun serait, si tu veux, la manifestation de cette ouverture qui nous permet d'échapper à la clôture identitaire. Merci beaucoup Achille Bembe, merci beaucoup Rémi Rioux. On vous écouterait comme ça pendant des heures, mais nous allons continuer ce très très bel anniversaire. Encore un grand merci à vous deux pour cet échange et je passe la parole à Acha pour la suite de ce très bel anniversaire. Merci à vous. Merci Séverine, je pense que vous pouvez les applaudir. Merci Rémi, merci Achille.